Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire en collaboration avec notre camarade Valentin et IG Bank. Nous aborderons aujourd'hui un marché que beaucoup, un sujet que beaucoup, pour lequel beaucoup s'intéressent, évidemment, puisque c'est quelque chose qui revient périodiquement, hein, le marché baissier. C'est vrai qu'on a eu de longues phases haussières. Et aujourd'hui, on va voir avec Valentin comment on peut essayer d'anticiper le prochain marché baissier. Avant de passer la parole à mon camarade, je souhaitais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent peu ou mal IG Bank et le groupe IG, très rapidement des petits slides pour vous rappeler les chiffres clés du groupe IG. Suite à quoi je passerai donc la parole à Valentin, et puis à la fin de la présentation de Valentin, nous aurons une petite session, pendant la présentation, vous pouvez toujours envoyer vos questions par l'intermédiaire du chat, et enfin nous aurons une session juste d'enquête pour vous satisfaire davantage pour nos futures présentations. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire préparé par ma collègue qui se fera un plaisir d'analyser vos réponses et de pouvoir ainsi élaborer de meilleures présentations à l'avenir. Alors, sans plus tarder, je vais commencer donc notre petite présentation du groupe IG en vous rappelant très brièvement ici juste que les CFD sont des produits risqués, hein, et que vous soyez tous bien au courant des risques que vous prenez lorsque vous faites du trading sur les FD, qui sont des produits à effet de levier. Aujourd'hui, IG, qui nous sommes, un acteur donc global ancré en Suisse depuis maintenant 5 ans. Le groupe IG en lui-même a 45 ans d'expérience, une présence dans 14 pays, et après, juste en dessous de 200 000 clients actifs dans le monde, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, représente une importante manne active à gérer, et donc un système, une stabilité du système qu'il faut maintenir. IG Bank, plus particulièrement, donc c'est IG en Suisse, a été créé en 2014 suite à l'obtention en fait de la licence bancaire auprès de la FINMA, qui est notre autorité ici pour les banques, et donc on est régulé par cet organisme, la FINMA, et on a aujourd'hui 2 bureaux, un à Genève, historiquement le premier bureau ouvert, et puis Zurich depuis quelques temps, qui permet donc une présence sur l'ensemble du territoire helvétique. Alors, avec IG Bank, vous avez la possibilité de traiter sur plus de 16 000 valeurs sur votre plateforme. Différentes plateformes qui vous permettent de trader d'une manière la plus performante possible. Je vous rappelle que non seulement on propose notre propre outil de trading, mais également des plateformes partenaires comme ProRealTime ou MT4, avec des conditions extrêmement avantageuses, toujours pour optimiser donc vos trades selon, je l'espère, les meilleurs auspices, grâce notamment aux précieux conseils de Valentin. On est aujourd'hui considéré comme le numéro 1 du trading sur CFD grâce à un service multilingue. Et puis, depuis notre arrivée en Suisse, vous avez chez IG Bank donc la possibilité d'ouvrir votre compte auprès d'une banque suisse et donc de profiter de l'excellence d'une banque suisse. Je vous rappelle pour terminer que pour chacun, trader avancé ou débutant, vous avez la possibilité de continuer vos entraînements et d'approfondir vos connaissances grâce à cette plateforme éducative que nous avons appelée IG Academy et qui est en accès pour tous. Voilà, sans plus tarder, je vais passer maintenant, comme vous y attendez tous, la parole à Valentin qui va nous faire sa présentation. Merci.
Alors, bonsoir à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire que j'ai le plaisir de présenter à propos d'un sujet que j'apprécie particulièrement parce que, bien, comme l'a dit Harold, c'est un sujet périodique qui revient un petit peu régulièrement à la moindre volatilité. Donc voilà, je pense que c'est important de savoir un petit peu comment différencier la volatilité qui va être de court terme à vraiment des risques importants des marchés financiers. Et voilà, donc c'est tout le but de ce webinaire. Alors, cette présentation sera répartie en trois différents chapitres. Le premier sera le lien entre l'économie et les actions. Ensuite, il y aura un second sujet, pourquoi l'économie américaine est la plus importante. Et enfin, le troisième sujet qui est le plus utile pour un trader, ça va être les 4 conditions fondamentales pour anticiper un marché baissier. Voilà. Alors, tout d'abord, c'est important de connaître le lien entre l'économie. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est le moteur des bénéfices des entreprises. Lorsque l'économie est en expansion, les entreprises réalisent plus de bénéfices et donc il y a plus de dividendes. Donc les investisseurs achètent davantage d'actions, ce qui fait monter le cours des bourses. Donc c'est pour ça que sur du long terme, comme vous pouvez le constater en rouge, vous avez le Russell 3000. Pour ceux qui ne connaissent pas le Russell 3000, c'est ni plus ni moins que le Russell 2000 qui représente les small caps et un peu les mid caps aux États-Unis, avec le Russell 1000 qui représente les large caps américaines. Donc en fait, le Russell 3000, c'est 90% du marché boursier américain. Voilà. Donc c'est la représentation du marché boursier américain. Et en noir, nous avons le PIB américain, donc devant vous depuis 1980 pardon, jusqu'à aujourd'hui. Et nous pouvons constater une corrélation entre les deux. Deuxième graphique, pour montrer la même chose, sauf sous un autre diagramme, vous avez chaque point devant vous la performance trimestrielle du S&P 500 en fonction de la croissance du PIB américain par habitant. Et la droite en rouge, alors c'est pas moi qui l'ai tracé, c'est mathématiquement via Excel, hein, vous vous doutez bien. On voit bien que la tendance est haussière. Plus il y a une croissance importante, une croissance américaine importante, plus il y a de chances que le S&P soit haussier. Alors ça ne veut pas dire croissance égale hausse du S&P. Il y a des trimestres où voilà, il n'y a pas une corrélation. Mais ce qui est important d'être conscient, c'est sur du long terme, l'économie et les marchés financiers évoluent dans la même direction. Ça, c'est très important à le savoir parce qu'on a tendance à imaginer que, par exemple, la guerre commerciale va causer un crash des marchés financiers. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas lorsqu'on a des événements comme le Brexit ou rappelez-vous l'élection de Donald Trump où voilà, beaucoup de médias pensaient que le marché allait s'écrouler. C'est pas des événements comme cela, assez politiques, qui vont menacer les marchés financiers. Alors quand je dis menacer, c'est vraiment voilà, une chute de 20, 30%, voire plus. Vous voyez, ça peut provoquer une baisse de 10%, ça peut provoquer une baisse de 20 à la rigueur. Mais au-delà de 20, un simple événement comme le Brexit ou comme l'élection de Donald Trump ou une guerre commerciale, ça ne va pas provoquer de crash. Alors dans l'immédiat, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, à terme, ça peut affecter le moral des investisseurs, le moral des consommateurs, etc. Et donc, oui, à terme, menacer fortement les marchés financiers. Mais les marchés financiers tomberont pour une seule raison, si l'économie tombe également. Donc, on peut avoir des catalyseurs comme une guerre commerciale qui va, à terme, sur de nombreux mois, voire de nombreuses années, provoquer une récession, mais ce n'est pas un vote, par exemple, du Brexit, au lendemain d'un vote du Brexit, qu'on va avoir un crash des marchés financiers. Ça, déjà, en tout cas, ça n'est jamais arrivé pour le moment. Ça peut arriver plus tard, mais voilà. Moi, je vous dis ce qui s'est passé avant, et ça n'est pas arrivé. Il y a toujours une récession, alors très très souvent américaine, avant d'avoir un crash. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est l'économie et la bourse évoluent dans la même direction sur le long terme. Valentin, si je peux Oui. juste
me permettre de t'interrompre très rapidement pour une petite question qui vient d'être posée au sujet donc des bénéfices des entreprises qui, comme André nous le dit, se paient 18 fois. Est-ce que tu penses que c'est corrélé à ce paiement, enfin ce prix, avec la réalité aujourd'hui de l'économie? Alors, nous allons le voir dans cette présentation, mais pour faire très rapidement, c'est normal que les valorisations augmentent dans un marché qui est haussier. C'est tout à fait normal. Mais vous allez mieux le comprendre pendant cette présentation. Ok, merci. Donc, comme vous pouvez le voir devant vous, vous retrouvez la performance sur une année du Russell 3000 en rouge et le PIB annuel américain en bleu. Comme vous pouvez le constater, on a une croissance, alors qui n'est pas de la même amplitude, parce que forcément la bourse, eh bien, c'est beaucoup plus volatile que l'économie. Là, vous voyez, vous avez l'échelle à droite en pourcentage de variation pour le Russell 3000, donc la bourse américaine, et à gauche, c'est l'échelle pour la croissance du PIB. Donc, on voit qu'au maximum, depuis 1980, sur une année, on a eu voilà, 7,5% de croissance, un peu plus, peut-être 8, voilà, aux États-Unis. Ça, c'était le maximum qu'il y a eu. Par contre, si on regarde la bourse américaine, vous voyez que le maximum, c'était ce point-là, même en 2010, vous voyez, légèrement en dessous, et c'était plus environ 60% sur 12 mois glissants. Vous voyez, donc il n'y a pas, c'est pas la même volatilité. C'est corrélé, mais il n'y a pas la même volatilité, tout simplement parce que le marché boursier exagère toujours les changements de l'économie. Les marchés boursiers, c'est quoi? C'est une machine à voter géante. C'est la synthèse de l'opinion de tous. Il y a tout le monde qui contribue dedans et c'est la masse qui vient influencer les marchés financiers. Donc, c'est beaucoup plus volatile pour cette raison-là. Voilà, la bourse exagère l'économie en raison de la psychologie humaine. C'est ce qu'on peut appeler la folie de la foule. En anglais, voilà, c'est la traduction française. On peut appeler ça la folie de la foule. Donc, lorsque les marchés boursiers s'écartent trop loin de l'économie, c'est-à-dire que lorsque les cours boursiers sont trop éloignés, la bourse finit par corriger pour revenir à la normale. Donc, il y a plusieurs personnes qui me demandent si le niveau de valorisation, comme par exemple ici, va provoquer un crash. Alors, non, ce n'est pas les valorisations qui provoquent un crash. La valorisation, le niveau de valorisation, c'est comme la poudre, vous voyez, la poudre à canon. Si on a peu de valorisation, c'est comme s'il y avait peu de poudre. Donc, quand il y aura un crack, s'il y a un crack demain et que les valorisations sont faibles, le crack sera très faible. Par contre, si les valorisations sont importantes, il y a beaucoup plus de chances que le crack eh bien, soit important. Voilà. Donc, les valorisations n'ont aucun impact, enfin, il n'y a aucune corrélation entre le niveau de valorisation et la performance annuelle, par exemple, du S&P 500. J'ai fait des études dessus statistiques, quantitatives. Pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup d'études sur Excel et j'ai regardé la corrélation entre le ratio PE et la performance une année plus tard, par exemple, du S&P 500. Et peu importe le niveau de valorisation, eh bien, ça ne change rien de la performance annuelle. C'est pas parce que le niveau de valorisation est élevé qu'on va avoir une moins bonne performance du S&P 500. Ça n'a aucun lien entre les deux. Donc voilà, les valorisations augmentent toujours dans un marché haussier, mais si le marché boursier grimpait sans s'arrêter, donc du début jusqu'à la fin du marché haussier, eh bien, le niveau de valorisation serait beaucoup trop important et le marché haussier s'écarterait trop rapidement du niveau de l'économie. Donc, on serait dans un excès du marché boursier. C'est pourquoi il existe des consolidations, comme ce que nous avons connu récemment. On y est sorti il y a peu de mois, il y a deux mois. Depuis, rappelez-vous, c'était début 2018, janvier 2018, on a eu une correction de 10%. Et entre janvier 2018 et voilà, septembre, sur les marchés, on a eu que, alors sur le marché américain, sur le marché européen, c'était un peu baissier, sur les émergents, c'était très baissier, mais sur le marché américain, ça consolidait. Alors, c'était volatile, mais on n'a pas eu de nouveaux plus hauts, on n'a pas eu de nouveaux records réellement. Donc voilà, on n'a rien eu pendant une grande partie, alors pendant 2018 et une grande partie 2019. C'est que depuis 2 mois qu'on sort par le haut
de cette zone de consolidation. Donc, ces périodes de consolidation, ça permet au marché finalement de se reconnecter à l'économie, au niveau de valorisation à descendre. D'accord. Et il y a une deuxième façon pour que l'économie, on va dire, se reconnecte à la bourse, c'est que l'économie s'améliore et que le marché baissier, soit il baisse, ou soit, comme je vous l'ai dit, il consolide. Alors, il y a plusieurs indicateurs de valorisation. Je ne vais pas tous les présenter. Aujourd'hui, je vais vous en présenter qu'un seul. C'est le ratio Q de Tobin. Il est très peu connu dans la francophonie. Alors, il est assez compliqué à comprendre, mais pour faire simple, ça mesure donc la capitalisation boursière comparée à tout, le passif, les immobilisations des bilans comptables des entreprises. Ici, c'est du S&P 500, il me semble. Donc voilà. Donc c'est pour voir en fait par rapport au niveau d'investissement des entreprises. On estime que les immobilisations, c'est un peu l'investissement, c'est de l'investissement de la part des entreprises. Donc c'est une autre mesure d'évaluation. Moi, je préfère celui-ci parce que le ratio PE, pour moi, me semble pas très pertinent, en tout cas plus aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet, donc je ne vais pas y venir dans ce webinaire. Tout ça pour dire que, en fait, au-dessus de 0,90, on peut estimer les valorisations, le marché surévalué. Et à l'inverse, lorsqu'il est en dessous, on peut l'estimer sous-évalué. Maintenant, comme vous pouvez le constater, il est surévalué depuis 1990, à part pendant le crack, ou pendant le dernier crack de 2008, il y a eu quelques mois en dessous, mais concrètement, on est surévalué. Alors, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas très utile, du coup, comme indicateur. Oui et non, parce qu'on peut également dire qu'il faut 0,6 points en plus de ce ratio entre le plus bas après un crack et le plus haut pour estimer que le marché il est surévalué. Excusez-moi. Donc, si je devais être plus concret, vous voyez ici le plus bas est à 0,35. Pour aller à 0,93, il faut ajouter à peu près 0,6, alors précisément 0,58. Ici, plus bas 0,30 et 1,08. 0,30, 1,06. Donc, vous voyez que à chaque fois, on a eu la fin d'un marché haussier après qu'on ait eu au moins une hausse de 0,6 points de ce ratio. Donc là, on était à 0,60, nous sommes à 1,18. Donc 0,6, le plus bas de 2008. Si on ajoute 0,6 à 0,6, bien, ça fait 1,2. Donc, nous sommes, on va dire, dans la limite où on pourrait estimer que les risques de correction majeure, est réellement possible. Voilà. Que s'il y a une correction demain, elle sera importante, puisque le niveau de valorisation est important. Pourquoi je donne cette deuxième règle, plus 0,6 ? Tout simplement parce que vous constaterez que tous les indicateurs de valorisation, le ratio PE, Shiller, peu importe, depuis les années 90, les sommets sont beaucoup plus élevés que ce qu'on avait avant. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qu'avant. La masse monétaire a énormément augmenté ces 30-40 dernières années et du coup, le niveau de valorisation actuel n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a 50 ans. Donc, comparer le niveau de valorisation actuellement avec celui il y a 40, 50, 60 ans, ça n'a plus trop d'intérêt. Voilà, il faut comparer sur les 10, 20 dernières années. Alors, concernant le lien entre l'économie et les actions, imaginez que l'économie soit une ligne haussière linéaire, parce que c'est comme ça qu'on la voit sur du long terme, avec un taux de croissance de 1 à 3% par an. Donc, l'économie a deux moyens de rattraper le marché boursier. Soit la bourse se reconnecte à l'économie avec le temps, soit avec la magnitude. Le temps, c'est souvent oublié par les traders. On a tendance à penser que, pour que l'économie revienne à des niveaux de valorisation normaux, entre guillemets, il faut un crack. Non, pas forcément. On peut avoir une longue consolidation. L'économie reste en croissance, comme ce qu'on a eu aux États-Unis en 2018 ou même dans le monde entier. Donc, l'économie en croissance. Donc, au final, on a des niveaux de valorisation qui ont baissé en 2018. Sur le marché, si on regarde le marché global, il a baissé. Parce que le marché boursier a consolidé pendant que l'économie était en croissance. Donc, on a eu un certain rattrapage. Voilà, donc, il y a vraiment deux façons
pour que l'économie et la bourse se reconnectent, c'est le temps et ou la magnitude. Voilà. Donc c'est pour ça que on peut avoir des périodes comme depuis, voilà, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de crack. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un record. Oui, mais on a eu en même temps 2 importantes consolidations. Nous l'avons eu une en 2015-2016 et une seconde 2018 et une grande partie 2019. Donc voilà, c'est pour ça aussi que le marché boursier haussier depuis 2009, eh bien, il est toujours vivant. C'est parce qu'on a eu des longues périodes de consolidation. Alors, deuxième section, alors deuxième partie, je vais regarder s'il y a des questions. Alors non, c'est bon. Oui, donc le marché est donc cher actuellement, si je comprends bien. Oui, tout à fait, le marché il est cher d'un point de vue du ratio Tobin-Q ou alors le Shiller PE, c'est cher. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lien direct entre les performances futures du S&P 500 et le niveau de valorisation. Là où on peut avoir une certaine corrélation, c'est entre l'amplitude du crack et le niveau de valorisation. Historiquement, plus on a eu un niveau de valorisation élevé, plus le crack qui a suivi était important. Alors ça pouvait être 6 mois après, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, donc pourquoi l'économie américaine est la plus importante? Eh bien, tout simplement parce que d'un point de vue de la capitalisation boursière, eh bien, les États-Unis représentent 44% de la capitalisation boursière mondiale. Voilà. Donc, pour cette simple raison, si Wall Street est bien tous, vous savez que le reste du monde s'essouffle. Voilà pourquoi l'économie américaine est pour moi la plus importante. C'est celle que je surveille presque exclusivement parce que, eh bien, si vous regardez les plus importants cracks qu'il y a eu en Europe, sur le CAC 40, sur le DAX, sur le FTSE, eh bien, ils ont eu lieu en 2001-2002 et 2007-2008. C'est lorsque l'économie américaine tombait en récession. Donc, on a eu 2 cracks de 50%, de plus de 50% pendant ces 2 dernières récessions américaines. Par contre, lorsqu'il y a eu la récession européenne qui était extrêmement dangereuse pour la zone euro, rappelez-vous avec la Grèce, eh bien, le marché boursier a finalement reculé, je dirais, que de 20 à 30% selon les indices. Vous voyez, donc voilà, l'économie américaine, c'est vraiment la plus importante. Bien évidemment, je regarde un petit peu les autres économies, mais si vous voulez anticiper un crack majeur des marchés, eh bien, il faut analyser l'économie américaine. Voilà, c'est pas si la France tombe en récession, le CAC ne va pas plonger tout seul de 50%. En tout cas, ce n'est pas arrivé pour le moment. Là, devant vous, vous avez un graphique où en rouge, vous avez les périodes de récession américaine et en bleu, les récessions. En 2002, il n'y a pas eu de récession française et pourtant, le marché, le CAC 40, a reculé de 50%. Voilà, donc, il n'y a pas de hasard. C'est et la plus importante place boursière au monde. Et tant que ça restera la première place boursière au monde, eh bien, l'économie américaine sera la plus importante. Si dans 10, 20, 30 ans, la Chine, l'Inde ont, je parle bien de capitalisation boursière, pas de PIB, hein, ou une capitalisation boursière supérieure à celle des États-Unis, là, je pourrais revoir mes propos. Mais tant que l'économie américaine, enfin, tant que le marché boursier américain, c'est le plus important, il n'y a pas de raison que l'économie française ou l'économie chinoise provoque un crack majeur. Alors, je ne dis pas que ça ne provoquera rien du tout si on a une récession chinoise, mais ça sera beaucoup moins important que si on a une récession américaine. Voilà. Alors, passons maintenant aux 4 conditions fondamentales pour prédire marché baissier. Ce chapitre est un peu plus long. Donc, il faut remplir ces 4 conditions pour qu'on ait une vraie correction, je parle même de crash des marchés financiers. Parce que c'est ce qu'on essaye de prédire un petit peu tous, d'anticiper
un petit peu tous. Donc voilà, il faut que l'économie américaine ait atteint sa pleine capacité, que le niveau de valorisation du marché soit élevé, qu'il y ait une surchauffe de l'économie et que le marché obligataire réagit. Il faut absolument ces 4 conditions pour une correction majeure des marchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'économie américaine doit atteindre sa pleine capacité, parce que ce n'est pas très précis. Alors, moi, j'aime bien regarder plusieurs indicateurs que je vais vous partager ici, dont surtout le marché immobilier et le marché de l'emploi américain. Le marché donc des logements, c'est une partie de l'économie américaine relativement faible. Dans l'histoire, ça a oscillé entre 3 et 5% du PIB américain. Donc, voilà, ça ne contribue pas fortement à la croissance américaine. Mais c'est une composante très volatile. Donc, si on a une récession du marché immobilier américain, si on a une contraction du marché immobilier américain, avec un taux de croissance aux États-Unis qui est actuellement depuis 10 ans, ça tourne entre 2-3%, parfois on a eu un petit peu plus. Mais vous voyez que, du coup, puisque le marché du logement américain, ça contribue à environ 5% du PIB US, eh bien, si on a une contraction de ces 5%, si on passe de 5 à moins 1, eh bien, vous faites le calcul. Si on a une croissance américaine de 3%, bien forcément, ça va contracter et il y aura des risques importants de récession. Donc, nous avons les mises en chantier qui peuvent facilement être divisées par 2 en moins de 2 ans avant une récession. Nous avons les ventes de logements neufs que nous allons voir. Et en plus de cela, eh bien, les logements, ça fait partie des gros achats. Un consommateur, enfin les citoyens, quand ils achètent un bien, c'est parce qu'ils croient que, eh bien, le marché va continuer à bien aller, qu'ils vont garder leur emploi pour rembourser les prêts, etc., etc. Donc, les gros achats ont toujours tendance à chuter avant les petits. Les petits, ça s'achète un petit peu n'importe quand. Donc, si vous regardez un petit peu, si vous comparez le marché du logement comme les ventes de logements neufs et les ventes au détail, eh bien, vous constaterez que les ventes au détail sont en retard par rapport aux ventes de logements neufs. Alors, ils ne sont pas corrélés 100%, mais vous constaterez que avant les récessions, les ventes de logements neufs, eh bien, ils chutent plusieurs mois, parfois même plusieurs années avant une récession. Alors que les ventes au détail ne chutent pas réellement. C'est pas un indicateur avancé. C'est pas un indicateur qu'on va regarder et qui va nous permettre de anticiper une récession. C'est plutôt un indicateur qu'on appelle coïncident. Donc voilà, les gros achats ont tendance à chuter avant les petits. Donc, vente de logements neufs, c'est un gros achat. Les voitures, c'est un achat important, mais c'est beaucoup plus faible que les logements. Donc, vous voyez devant vous, vous avez les ventes de logements neufs aux États-Unis depuis 1962. Et les flèches en rouge, ce sont les pics de ventes de logements neufs depuis la dernière récession. Donc, vous voyez ici le pic. La récession, donc c'est en gris, les zones grises sont toutes les récessions américaines. Et vous voyez que, eh bien, on a eu le pic très récemment, puisque c'était en septembre. Donc, si on regarde dans le passé, nous n'avons jamais eu de récession américaine 2 mois, 3 mois, 4 mois, même 6 mois après qu'on ait eu le pic de vente de logements neufs. Donc, c'est pour ça qu'une récession dans les prochains mois me semble peu probable, vu qu'on a eu un pic qui était très récent. Voilà, la moyenne entre la récession et le pic des ventes de logements neufs, c'est 28 mois. Donc, c'est plus de 2 ans. Donc, voilà, ça, c'est une moyenne, ce n'est pas le minimum. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ici, nous avons les investissements, contribution des investissements dans le PIB des États-Unis. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Le plus important, c'est le rouge. C'est les investissements résidentiels. C'est ceux qui ont tendance, comme je vous l'ai dit, à être en avance sur l'économie.
Vous voyez que donc là, les zones en bleu, c'est les récessions américaines. En vert, nous avons les équipements et logiciels. Et en bleu, tout ce qui est structure non résidentielle. Donc les infrastructures publiques, en fait. Et vous voyez donc la courbe rouge, c'est celle qui est la plus en avance. Vous voyez qu'en 2008, elle était déjà en récession. En fait, elle est tombée en récession courant 2006. Ici, pareil, elle tombe en récession. Là, on a eu un faux signal. Hein. Comme vous le savez, il n'y a pas d'indicateur magique. Le Saint Graal n'existe pas sur les marchés. Ici, il est tombé en récession 2 ans avant. Donc, vous voyez, la courbe en rouge, les investissements résidentiels eh bien, sont particulièrement importants. Et là, donc, on est passé en récession, mais on repasse en positif. Donc, à voir si au cours des prochains trimestres, eh bien, ça se confirme, cette tendance, que les investissements résidentiels redeviennent en croissance, parce que si ça retombe en contraction, là, il y aura des risques, en effet, de récession. Mais pour le moment, ça redevient positif, donc c'est positif. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc, outre les logements, il y a un second indicateur que j'apprécie particulièrement, comme je vous l'ai dit, c'est le marché de l'emploi. Parce que, eh bien, peu importe l'ère économique dans laquelle nous sommes, il y aura toujours des emplois. Alors certains vont me dire, oui, mais les robots prennent plus de place dans la vie de tous les jours, c'est vrai, mais si vous regardez, les robots, ce n'est pas nouveau. Hein, dans le secteur d'automobile, alors je ne suis pas un spécialiste, ça fait au moins 10 à 20 ans qu'ils sont dedans, et pourtant on a toujours, vous voyez, on a toujours des emplois dans le service manufacturé. L'ordinateur a remplacé la machine à écrire. Beaucoup de personnes ont dû, à mon avis, se préoccuper de l'apparition des ordinateurs, et pourtant, vous voyez qu'il y a toujours des emplois et que, eh bien, une économie comme les États-Unis arrive toujours à atteindre la pleine croissance avant une récession. Donc, les robots, en tout cas, pour ces 10 prochaines années, même peut-être 20 prochaines années, je n'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais je ne pense pas que les robots sont un problème pour l'emploi. Voilà. Les robots, ça permet d'améliorer la productivité, finalement. Maintenant, ça, c'est un débat, on pourrait en parler pendant des heures. On n'est pas là pour ça. Donc, juste simplement, le marché de l'emploi, c'est un indicateur fiable, parce que peu importe l'ère économique dans laquelle nous évoluons, eh bien, il y aura toujours des employés. Avant, il y a eu les États-Unis, eh bien, c'était un exportateur d'agriculture, hein, enfin agricole, pardon, un exportateur agricole, il y a une centaine d'années. Ensuite, c'est devenu une puissance industrielle. Elle a produit, les États-Unis ont produit beaucoup de biens qu'elle exportait, et c'est devenu maintenant une économie de services. Mais peu importe, dans toutes ces ères-là, il y a toujours eu des employés. Donc, taux de chômage, c'est un indicateur particulièrement fiable. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a tendance à remonter plusieurs mois avant une récession. Alors, il n'est pas autant en avance que le marché immobilier américain. Vous constatez, ça se joue à quelques mois entre le début du rebond et la prochaine récession. Mais là, pour le moment, on a eu le NFI qui a été publié la semaine dernière, vendredi dernier, et nous avons eu un taux de chômage ressorti à 3,5%. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais le taux de chômage, il n'est pas réel, il ne représente pas réellement la situation comment dire, réelle, tout simplement, que ce chiffre est manipulé. Alors oui, on peut dire ce que l'on veut sur ces chiffres. C'est pour cela que j'ai préparé d'autres graphiques. Donc là, vous avez quoi? Vous avez le nombre d'employés total aux États-Unis par rapport à la population active. Qu'est-ce que c'est la population active? C'est tout simplement la population qui a entre 25 et 64 ans aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est pas taux de chômage. Taux de chômage, il y a un petit défaut, c'est que eh bien, dès que vous êtes en formation, vous sortez du taux de chômage. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous sortez du taux de chômage. Si vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous n'êtes pas inclus dans le taux de chômage. Voilà. Le taux de chômage, c'est des personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est très important, le terme recherche. C'est-à-dire que si quelqu'un est sans emploi mais qui ne recherche pas d'emploi, il n'est pas inclus dans ces statistiques du taux de chômage. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut reprocher au taux de chômage. Donc, vous avez un autre graphique devant vous. Comme je vous l'ai dit, c'est le nombre d'employés aux États-Unis comparé à la population active, à la main-d'œuvre plutôt disponible. Excusez-moi, la main-d'œuvre disponible. Donc, toutes les personnes qui ont entre 25 et 64 ans.
toutes les personnes, qu'elles soient en formation, auto-entrepreneurs, peu importe. Et vous voyez qu'on a une croissance et que lorsqu'on a une récession, on a plusieurs mois avant, généralement, une récession, une contraction, une diminution en fait du nombre d'employés. Et pour le moment, vous voyez qu'on est toujours en territoire positif, donc pas d'inquiétude. Un autre indicateur que vous connaissez sans doute très très bien, c'est l'indice des prix à la consommation, autrement dit l'inflation. L'inflation, elle a tendance à augmenter avant une récession. Et là, vous voyez qu'elle est beaucoup plus basse, enfin beaucoup plus basse. Le récent pic, c'était en début d'année ou en 2018, je ne me souviens plus exactement, mais ce pic-là était bien plus bas que ce qu'on avait eu en 2011-2012. Donc pour le moment, une récession peu probable. Alors il n'y a pas un indicateur, il ne faut pas regarder, ce n'est pas des conditions oui et non, il faut regarder un petit peu tous ces indicateurs-là et voilà, ensuite, si on a la majorité qui tape pour une récession, il faut envisager une récession. Mais il faut rester flexible en fait. Il ne faut pas rester sur un seul indicateur et se dire que parce que l'inflation n'a pas dépassé, n'est pas à un nouveau plus haut dans ce cycle économique, eh bien c'est impossible qu'il y ait une récession. Non, rien n'est impossible sur les marchés financiers, absolument rien. Mais c'est toute une question de probabilité, c'est pour ça qu'il faut rester flexible et regarder les indicateurs et surtout les étudier. Il faut étudier les indicateurs, il ne faut pas les suivre bêtement. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, le niveau de valorisation des marchés doit être élevé. Donc, il doit être supérieur à 0,9 ou à la médiane et au-dessus de 0,6 par rapport au creux post-récession. Donc là, 0,68, 1,27. Le graphique d'avant, 1,18 que je vous avais montré, c'était celui du... alors, c'était le mois de septembre, mais là, sans passer, j'ai mis celui de juillet. En fait, le niveau de valorisation a légèrement diminué, mais bon, entre 1,27 et 1,18, c'est pas une grande différence. Puisqu'on est au-dessus, on est dans un marché qui est surévalué. Donc, voilà, il est surévalué. Ça veut dire que lorsqu'il y aura une récession américaine et donc un crash des marchés, eh bien, le crash ne sera pas limité à 20 ou 30%. Il sera probablement de 40, voire même 50%. Troisième condition importante, il doit y avoir un excès économique. Donc, en fait, l'inflation, comme je vous l'ai dit, doit augmenter. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est « les expansions économiques ne meurent pas de vieillesse, elles meurent d'excès ». Donc, quand il y a un excès dans l'économie, c'est lorsque on a l'économie qui a atteint sa pleine capacité et donc que l'inflation augmente. Vous voyez, juste avant une récession, on a l'inflation qui a toujours, pour le moment, inscrit un plus haut dans le dernier cycle économique. Vous voyez ici, ce sommet-là, c'était le plus haut depuis la récession. Vous voyez, bon, ça a baissé après la récession, mais par rapport au creux, c'était le plus haut. Là, pareil. Idem ici. De même, en 2008. Et là, ce n'est pas le cas. Et enfin, nous devons avoir le marché obligataire qui doit réagir. Donc, la courbe des taux doit s'inverser. Le 2 ans US doit devenir supérieur aux 10 ans. Il y a aussi le 3 mois, hein, l'écart de taux entre le 3 mois américain et le 10 ans américain qu'on peut regarder. Le 2 ans est très intéressant. Alors, pourquoi une inversion de la courbe de taux d'où sort une inversion de la courbe des taux? Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque une inversion de la courbe des taux? Eh bien, simplement, l'inflation est en hausse. Donc, qu'est-ce que fait la Fed? Eh bien, elle relève ses taux d'intérêt. Donc, les rendements à court terme, qui sont les plus corrélés au taux de la Fed, remontent. Du coup, l'économie ralentit. Si l'économie ralentit, les investisseurs commencent à être un petit peu préoccupés de la situation. Ils se couvrent donc sur le marché obligataire. Et quand les investisseurs achètent des obligations pour se couvrir, ils achètent généralement des obligations de long terme. Donc, s'ils achètent des obligations de long terme, nous avons le rendement de ces obligations qui descend. Et à l'inverse, les rendements des obligations de court terme, ceux qui sont plus ou moins corrélés à ceux de la Fed, eh bien, elles remontent. Pardon. Voilà, ça remonte, et donc ce qui finit par provoquer une inversion de la courbe des taux. Donc là, devant vous, vous avez graphique mensuel hein, de l'écart de taux entre le 10 ans et le 2 ans américain. Et comme vous pouvez constater, nous avons une inversion généralement plusieurs mois avant une récession. Alors, attention, parce que voilà, cet indicateur est devenu très populaire ces dernières années.
parce que voilà, il a correctement signalé les récessions. Mais sachez qu'avant 1950, cet écart de taux, l'inversion de la courbe des taux, n'avait aucune fiabilité pour prédire les récessions américaines. Ça, c'est absolument important de le savoir. Avant 1950, si vous vendiez le marché boursier lorsqu'on avait une inversion de la courbe des taux, eh bien, vous aurez vendu à des moments où le marché était encore haussier pendant très longtemps. Voilà. Donc voilà, l'inversion de la courbe des taux, c'est un bon indicateur seulement depuis 1950. Devant vous, vous avez un graphique que je publie une fois par mois en général. Là, c'est le dernier graphique, le dernier tableau, pardon, que j'ai actualisé en octobre avec les chiffres d'octobre 2019. Donc, dans ce tableau, je recense les dernières récessions, en fait, depuis 1950. Pardon, récession américaine, donc décembre 1969. Donc, c'est le début, hein, le premier mois de la récession. Vous voyez décembre, novembre, janvier, etc. Cycle actuel, donc juillet 2019. Ça, c'était le pic du S&P 500, pardon. Creux des demandes d'allocation chômage, c'était en avril, dans ce cycle économique actuel. L'inversion de la courbe des taux, c'était en août. Le pic des ventes de logements neufs, c'était en juin 2019. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas actualisé avec les derniers chiffres. Donc, pic de nouveau de logements neufs, c'est en septembre maintenant, parce qu'on a eu les chiffres. Et le LEI, pour ceux qui connaissent, c'est le Leading Economic Index du Conference Board. C'est un indicateur qui est composé de plusieurs autres indicateurs de l'économie. Je vais vous passer les détails, mais en clair, il y a les inscriptions aux allocations chômage, il y a la courbe des taux, il y a quoi? Il y a les PMI, me semble. Voilà, il y a 10 indicateurs à peu près dans le Leading Economic Index. Voilà, donc c'est pareil, c'est un indicateur assez surveillé de nos jours parce qu'il a correctement prédit les dernières récessions. Voilà, et donc le plus important, c'est le tableau d'en dessous. C'est les mois avant la récession. En fait, là, c'est le nombre de mois qui s'est passé entre le pic du S&P 500 et le début de la récession. Donc là, par exemple, le S&P 500 a fait son pic 12 mois avant le début de la récession de 68. Le S&P 500 a fait un pic 10 mois avant la récession de novembre 73, etc., etc. En rouge, c'est lorsque, l'indicateur en question, donc l'inversion de la courbe des taux, ou les creux de demande d'allocation chômage, ou les pics de vente de logements neufs, ou le pic du LEI, a eu lieu après le pic du S&P 500. Donc en fait si l'on dit que la macroéconomie ait indiqué le pic de croissance après le marché boursier. Donc en fait, quand c'est en rouge, c'est finalement que ces indicateurs sont en retard par rapport au marché boursier. Parce que ça, c'est considéré comme des indicateurs avancés pour prédire, pour anticiper l'économie et le marché boursier. Et comme vous pouvez le constater, donc les creux des demandes d'allocation chômage, vous voyez que ça prédit correctement les récessions, plusieurs mois avant, mais par contre avec le S&P 500, c'est parfois, c'est même souvent en retard de quelques mois. Là, comme vous pouvez le constater, pour le moment, ça se passe plutôt bien au niveau de ces 5 indicateurs. En général, donc en moyenne, alors moi je préfère la médiane, mais je vais parler de moyenne si vous le souhaitez. Il s'est passé 7 mois entre le plus haut du S&P 500 et la prochaine récession. Il s'est passé en moyenne 12 mois entre le plus faible nombre de demandes d'allocation chômage et la prochaine récession. Il s'est passé 19 mois entre l'inversion de la courbe des taux et la prochaine récession, etc., etc. Et puisqu'on a eu, vous voyez, pic des ventes de logements neufs, c'était en septembre, donc c'était il y a 3 mois. Inversion de la courbe des taux, c'était en août. Donc août, nous sommes en décembre, ça fait 4 mois. Creux des demandes d'allocation chômage, alors ça n'a pas changé, c'était en avril. Ça commence à faire, ça fait 8 mois. Pic du S&P 500, fin novembre, donc vous voyez, ça fait à peine un mois, même pas. Et le LEI, alors le LEI, ça fait 3 mois. Vous voyez qu'en moyenne, c'est 12 mois. Donc pour le moment, alors, il n'y a rien d'impossible, c'est possible qu'on ait une récession, c'est possible qu'on ait quelque chose de nouveau, que finalement cet indicateur ait été le seul à l'heure. Vous voyez,
c'est possible. Mais pour le moment, si on regarde d'un point de vue historique, statistique, moi c'est comme ça que j'aime bien raisonner, d'un point de vue statistique, ça ne serait pas logique, en tout cas, ça serait du jamais vu. Voilà, tout simplement. Donc l'état actuel, voici ma checklist. Est-ce que l'économie a atteint sa pleine capacité? Non. On a eu un pic récent des ventes de logements neufs, mais rien ne nous dit qu'on va pas faire un nouveau pic dans ce mois-ci ou le mois prochain, vu que les taux sont le 30 ans, les taux d'emprunt aux États-Unis, donc ça s'emprunte souvent à 30 ans, enfin, le benchmark en tout cas c'est 30 ans, eh bien il a fortement baissé. Donc ça soutient fortement les achats de logements neufs. Est-ce qu'on a eu une hausse du taux de chômage? Non. Donc en soi, est-ce que l'économie américaine a atteint sa pleine capacité? Non, il n'y a pas eu de, voilà, on n'a pas atteint la pleine capacité. Est-ce que la valorisation du marché boursier est élevée? Oui, ça c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit, le niveau de valorisation du marché peut rester élevé pendant très très longtemps. Est-ce qu'il y a une surchauffe de l'économie? Non. A priori, il n'y en a pas eu. L'inflation, l'indice des prix à la consommation, eh bien, il n'est pas à son niveau le plus élevé dans son cycle économique actuel. De loin même. Il est à peine à 2%. Est-ce que le marché obligataire a réagi? Oui. Le 10 ans, en août, il a été plus faible que le 2 ans. Vous voyez que c'est mixte. Donc, est-ce qu'on peut parler de récession à court terme? Pour ma part, je pense que c'est peu probable. Voilà, alors je vais répondre aux questions. Alors, ces 4 conditions ont évolué ces derniers temps, je crois. Oui, mais très très légèrement, comme je viens de vous le dire. Si tout va bien, pourquoi les banques centrales interviennent actuellement? Non, tout ne va pas bien. Comme je vous, ça n'a peut-être pas été clair. Tout ne va pas bien. Les banques centrales sont conscientes du ralentissement économique actuel. Là, on n'a pas de hausse du taux de chômage, mais si on regarde un petit peu les chiffres détaillés, on a le marché de l'emploi qui ralentit. En 2018, il y a eu en moyenne, alors ces chiffres à vérifier, hein, j'ai regardé ça aujourd'hui, hein, ce matin, mais j'ai pas noté les chiffres. Il y a eu, il me semble, 206 000 créations d'emplois en moyenne chaque mois aux États-Unis en 2018. En 2019, il y en a à peu près 180. Donc ça a diminué. On a moins d'emplois qui sont créés aux États-Unis. Si on regarde le rythme, en fait, il a ralenti en 2019. Mais on n'a pas de hausse du taux de chômage, on n'a pas de dégradation en fait majeure. On a juste un ralentissement. Donc c'est important de faire l'entre-deux. Hein. Ralentissement, ça ne veut pas dire récession. Et finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aux États-Unis, on n'a qu'une récession dans le secteur manufacturier. Mais ça, c'est à cause, on sait, hein, c'est la guerre commerciale. Mais les services, si vous regardez, eh bien les services, on n'a pas de récession. Et puisque les services aux États-Unis ou même en Europe, c'est à peu près 60-70% des emplois, tant qu'on n'a pas d'une récession des indices, du secteur des services, il y a peu de chances qu'on ait une hausse du taux de chômage. La politique joue un rôle très important et influence les marchés. Oui, sur du court terme, ça influence fortement. On voit la volatilité au jour le jour, ça se fait à cause d'annonces politiques. Voilà. Maintenant, c'est pas un outil de, on peut pas baser son analyse de long terme sur des décisions politiques actuelles. Voilà, parce que ça change énormément. Les paroles, enfin c'est pas figé. Finalement, l'économie, il faut garder à l'esprit que l'économie et les marchés financiers sont corrélés ensemble sur du long terme. Donc oui, une décision politique peut à terme affecter l'économie plus rapidement ou plus lentement, ça dépend de la mesure. Mais la décision en elle-même, si on isole l'impact économique, la décision, l'annonce ne va pas provoquer de krach. L'annonce peut affecter l'économie sur le long terme. Mais voilà, il y a toujours un lien entre l'économie et les marchés. Ça, il faut le garder à l'esprit. Les injections de la Fed de liquidité quotidienne de la Fed. Alors, excusez-moi. Les injections de liquidité quotidienne de la Fed peuvent-elles durer indéfiniment? Si elle les stoppe, quels sont les risques? Alors, très bonne question. Alors déjà, je vois beaucoup de faux hein, sur les injections de la Fed. La plupart des injections de la Fed depuis 3 mois maintenant, il me semble, c'est au jour le jour. Hein. C'est des prêts pour le lendemain. Des taux, c'est overnight. Hein. Alors, on peut appeler ça un QE. Enfin, ce n'est pas un QE, même si elle a injecté quand même près de 200 milliards, hein, il me semble, 2 ou 300 milliards de dollars
Ça, faudrait vérifier. Mais voilà, elle a injecté pas mal d'argent. Ça peut durer plusieurs mois. Selon des experts, ça pourrait durer même jusqu'à l'été prochain. Donc voilà. Et si elle est stable, quels sont les risques? En fait, le taux repos, ça a été créé lorsque les entreprises avaient besoin de liquidités sur du très court terme pour financer un investissement. Lorsque ces entreprises avaient besoin de cash simplement pour la nuit, en fait. Donc voilà, et c'est comme ça que finance un petit peu la Fed, en tout cas soutient les entreprises actuellement. Donc si elle les stoppe, quels sont les risques? Alors risque de liquidité et donc de panique. En fait, faut savoir que les marchés financiers, c'est psychologique, hein, c'est une machine à voter géante. Si demain on a des problèmes de liquidité, c'est pas forcément ça qui va provoquer un crack, mais les marchés peuvent s'emballer et donc provoquer un crack. Mais en soi, c'est comme l'inversion de la courbe des taux. L'inversion de la courbe des taux, c'est surtout un mouvement de panique. Ça illustre une crise du crédit, une certaine crise du crédit, mais dans l'immédiat, ça ne provoque pas de crash, en fait. C'est un problème de confiance ensuite qui s'installe. Et s'il y a un problème de confiance sur les marchés financiers, eh bien ça finit par s'écrouler. Voilà. Donc je dirais que la Fed, ce qu'elle fait, c'est plus par précaution, en fait. Elle soutient les marchés depuis, voilà, elle soutient clairement les marchés financiers. Le Forex joue-t-il un rôle important de corrélation avec les taux obligataires et les actions est-il un indicateur? Alors, je n'ai pas bien compris votre question, Pierre. Si vous pouvez me la répéter. Alors, le Forex joue-t-il un rôle important de corrélation avec les taux obligataires? Important, alors c'est un grand mot, je n'ai pas étudié, hein, je n'ai pas de chiffres à vous donner hein, pour appuyer mes propos, mais oui, il y a un certain impact, forcément, parce que si le taux de change va en défaveur d'une économie, si le dollar s'apprécie trop, forcément les exportations américaines diminueront. Donc à terme, oui, ça affecte l'économie. Et s'il y a moins d'exportation, bien, il y a généralement moins de production. S'il y a moins de production, ben, il y a un ralentissement économique. Donc la Fed va diminuer ses taux. Vous voyez, voilà, c'est des actions en cascade finalement. Mais si vous regardez le DXY, il n'y a pas de corrélation entre le DXY ou l'euro-dollar et le S&P 500. Il n'y en a aucune. Ah, alors on peut voir l'USD-Yen baisser et les marchés US aussi et les taux aussi. Oui, alors ça c'est autre chose. Alors ça c'est corrélation, on va dire de court moyen terme, parce qu'en fait ces trois actifs que vous venez me dire, USD-Yen, marché US, donc S&P 500 ou Dow Jones ou Nasdaq, peu importe, et les taux obligataires, en fait c'est les marchés financiers. Les marchés financiers, comme je vous l'ai dit, c'est psychologique avant tout. C'est psychologique. Lorsque le marché est en recherche et veut se couvrir, le marché va vendre des actions, acheter des obligations. Sur le marché d'échange, ça va se refléter de la sorte. Vente de l'euro, vente de l'AUD, vente dans une plus faible mesure du dollar, et ça va aller sur le yen et également sur le franc suisse. Voilà. Donc le yen, le franc suisse, c'est les deux devises refuge par excellence. Enfin, par excellence. Je dis pas qu'il faut placer son argent sur le franc suisse ou sur le yen si on a un crack, mais historiquement, voilà, c'est ce qu'on peut constater au niveau du forex, c'est que eh bien, ces deux devises-là se sont appréciées lorsqu'on a eu beaucoup d'aversion au risque. Et à l'inverse, lorsqu'on va avoir de l'appétit au risque, eh bien, le yen, le franc seront tous les deux délaissés. Et à l'inverse, l'euro, le dollar australien ou le dollar dans une plus faible mesure, eh bien, seront payés. Donc les actions monteront et les obligations, parce que les obligations seront vendues, eh bien, elles baisseront. Voilà. Donc on a une corrélation dans... Voilà. C'est une certaine corrélation, mais il n'y a pas de... disons que je ne pense pas que l'USD-Yen, par exemple, soit un indicateur pour prédire le prochain marché baissier. Vous voyez. Sur du long terme, je n'apporterai pas de grande importance entre le taux de change USD-Yen et le S&P 500, par exemple. Sur l'espace de quelques jours, à la rigueur, quelques semaines, pourquoi pas, mais au-delà de plusieurs mois, non, il n'y a pas de...
enfin, je ne ferai pas très attention. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, c'est les dernières. Valentin, je profite de ce petit interlude pour rappeler à tous nos auditeurs qui sont présents avec nous que le webinaire en lui-même a été enregistré et sera donc à disposition sur notre chaîne YouTube à IG Bank, la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver avec de nombreuses vidéos, et également sur notre site internet. Donc pour ceux qui voudraient revoir l'intégralité de ce webinaire, n'hésitez pas à vous y connecter. Vous pourrez nous retrouver ce webinaire et d'autres sur ces liens. Et puis, si donc on n'a plus de questions, je voulais également vous rappeler de bien vouloir remplir le petit questionnaire en fin de webinaire, tout simplement pour nous aider à améliorer sans autre la qualité de nos présentations. Notre camarade Valentin s'est prêté au jeu aujourd'hui. Nous l'en remercions beaucoup. Merci Valentin encore pour cette très intéressante présentation. J'espère qu'elle aura certainement plu à tous nos auditeurs. Et Valentin, je te laisse le mot de la fin. Merci Harold. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et donc, mon mot de la fin, voilà, surveiller le marché de l'emploi et le marché de l'immobilier. En tout cas, c'est ces deux marchés que je surveille le plus d'un point de vue macroéconomique pour voilà, avoir une idée si une correction de 10 à 20%, eh bien, c'est le début d'une correction plus importante, en clair un crash, ou est-ce que finalement c'est le point bas parce que si vous regardez un petit peu le drawdown, l'évolution du drawdown des principaux indices, hein, que ce soit le CAC 40 ou le S&P 500, souvent, lorsqu'il n'y a pas de récession, le marché peut corriger 10 à 20%, mais beaucoup pensent que c'est le début d'une récession, alors que l'économie est en croissance. Et en fait, c'est le pire moment pour vendre. En fait, c'est le meilleur moment pour acheter. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de regarder la macroéconomie, parce que ça permet de faire la différence entre une correction importante de 10 à 20% et un crash. Voilà. Donc, en fait, la macroéconomie, ça permet de filtrer un petit peu ce que nous disent les marchés. Très bien. Merci encore donc à Valentin et puis à toutes et à tous pour nous avoir être venus pour ce nouveau webinaire. Je vous inciterai à vous tenir informés pour les nouvelles présentations qui auront lieu courant 2020. Nous allons faire une petite pause de fin d'année, évidemment pour les fêtes, et nous repartirons de plus belle en 2020, j'espère, avec de nouvelles participations avec toi, Valentin. Merci encore à toutes et à tous, et je vous souhaite d'excellentes fêtes d'ici là. Je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde et bonne fête à vous aussi également.